Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Let's Talk. Mon invité aujourd'hui s'appelle Didier Akwete. D'habitude, quand je reçois les invités Didier, je dresse leur CV, ce qui me permet de les présenter à mes téléspectateurs. Mais je pense que ce ne sera pas nécessaire. Je suis d'accord avec vous. Bonjour Louis Magloire Kebaï. Bonjour. Je vais néanmoins me plier à l'exercice. Je rappellerai quelques grandes dates pour vous présenter. Vous êtes parti du Togo à l'âge de 13 ans à peu près. Vous avez créé une entreprise, aujourd'hui un cabinet qui s'appelle Afrique Search, qui était spécialisé dans le recrutement des jeunes cadres à l'extérieur du continent pour les placer sur le continent africain. Vous avez également créé une association Renaissance africaine et vous êtes aussi à la tête d'une initiative dont nous parlerons sous peu, qui est l'Africa SME Champions Forum, qui se tiendra pour sa 8e édition très bientôt à Lomé, ici au Togo. Bonjour. Bonjour Louis Magloire. Est-ce que je devrais ajouter que vous êtes également un voisin, puisque vous travaillez assez souvent sur une radio internationale dans laquelle vous co-présentez 8 milliards de voisins afin d'aider les entrepreneurs africains et ceux qui visent à le faire à se jeter à l'eau? Absolument. Donc bienvenue à New World Economy. La dernière escale par laquelle vous êtes passé avant d'arriver à Lomé, c'était Singapour. Et je crois qu'à Singapour, il y avait le 10e anniversaire de la création de la Chambre de commerce Afrique-Asie du Sud-Est. Dites-nous ce qu'il en est concrètement. Alors d'abord, merci de me recevoir à New York TV. Effectivement, je reviens de Singapour où nous avons lancé en 2010 un forum d'investissement consacré aux investissements croisés entre l'Afrique et l'Asie du Sud-Est à partir de Singapour. Et donc, à la suite de ce forum en 2010, nous avons créé une chambre de commerce avec mon ami et collègue et compatriote d'un autre pays, de l'Afrique de l'Ouest, Paulo Gomez, où nous avons, en gros, essayé de rassembler des acteurs du monde économique, asiatique et africain pour faire 3 choses. La première, c'est d'abord de voir comment on peut faire des investissements croisés entre des entreprises africaines et des entreprises asiatiques, aussi bien en Afrique qu'en Asie. La deuxième chose, c'est de s'inspirer des bonnes pratiques de développement économique et de gouvernance de manière générale, puisqu'on dit souvent que beaucoup de pays africains étaient devant des pays d'Asie en termes de PIB par habitant dans les années 60, ce qui est vrai. Et les trajectoires ont beaucoup divergé ou différé entre les années 60 et les années 2000. Et donc, il y a, je pense, des apprentissages de leur expérience dont on voulait faire profiter également quelques pays qui souhaitaient avoir les mêmes trajectoires de croissance et développement économique. Et puis, troisièmement, c'est arriver à créer des véhicules d'investissement, puisqu'aujourd'hui, quand même, le financement de nos économies nécessite beaucoup de ressources. Et donc, c'est créer des véhicules d'investissement qui permettraient de prendre des participations dans des projets ou des entreprises aussi bien en Afrique qu'en Asie du Sud-Est. Et donc, nous célébrions les 10 années d'existence de la Chambre de commerce qui est basée à Singapour. Et également, il y avait le Forum Afrique-Singapour dans la même période. Et nous avons pu réunir un certain nombre d'acteurs économiques du continent et d'Asie du Sud-Est pour voir un petit peu les partenariats et les projets qu'on pouvait continuer à développer ensemble. Vous parliez tout à l'heure des trajectoires qui ont divergé dans le temps entre les années 60 voire 70 et entre les pays africains et ceux d'Asie du Sud-Est. Selon vous, qu'est-ce qui peut justifier ces écarts de développement que l'on constate aujourd'hui entre les pays africains et leurs homologues d'Asie du Sud-Est? Alors je pense qu'il y a eu une question de vision stratégique que bien sûr certains pays africains ont eu, parce que quand Feu Lee Kuan Yew, le père du Singapour actuel, ce que Singapour c'est grâce à Lee Kuan Yew, était à Abidjan dans les années 60 pour rencontrer Houphouët-Boigny, et d'ailleurs pour la petite histoire, c'est la Côte d'Ivoire qui a sponsorisé Singapour pour rentrer aux Nations Unies. Lee Kuan Yew avait dit au président Houphouët, j'aimerais qu'un jour Singapour ressemble à Abidjan et à la Côte d'Ivoire. Donc il y a une vision que certains pays africains avaient eue, mais surtout c'est la mise en œuvre de cette vision. Et donc c'est toujours l'implémentation des politiques économiques qui, à mon avis, a posé un certain nombre de problèmes quand même dans les pays africains, contrairement aux pays asiatiques. Et puis troisièmement, il y a une consistance dans le déploiement de ces politiques. Vous savez, lorsque vous arrivez à tracer une vision horizon de 20 ans, que vous arrivez à la mettre en œuvre, à la déployer et à l'améliorer au fur et à mesure, ça vous donne une trajectoire de développement soutenue. Or, en Afrique, on a eu, je pense, quelques crises quand même à répétition
qui ont peut-être empêché de déployer cette vision et ces stratégies. Et puis quatrièmement, peut-être en Afrique, nous avons peut-être mis un peu de temps à diversifier nos partenaires stratégiques pour nous accompagner dans les développements sociaux, économiques, politiques. Et aujourd'hui, on voit bien que l'Afrique a compris qu'il était important aussi bien de travailler avec, bien sûr, l'Europe, qui est le partenaire traditionnel, avec la Chine, avec l'Inde, avec d'autres pays en Asie, d'autres pays d'Amérique latine. Et je crois que ça aussi, c'est une composante importante. Et puis peut-être pour finir, nous avons peut-être un peu tardé dans la transformation structurelle de nos économies, c'est-à-dire l'industrialisation de nos économies a traîné un petit peu puisque nous sommes restés des économies d'exportation de matières premières brutes. Or, on ne crée pas d'emplois, on ne fait pas du développement avec que l'exportation de matières premières. Et donc, nous avons peut-être traîné aussi un petit peu dans la transformation structurelle. Mais aujourd'hui, on voit bien que les pays commencent à avoir des industries peut-être un peu plus lentes en Afrique francophone et de l'Ouest par rapport à l'Afrique anglophone de l'Est. Parce que quand on prend un pays comme le Kenya, on voit bien qu'il y a des structures industrielles. Après, au Nigeria, bon, excepté le pétrole, on a bien vu qu'il y avait quand même une structure industrielle, même si ça a pris un peu de plomb dans l'aile dans les années 90-2000. Et donc, je pense qu'il y a un retard dans l'industrialisation par rapport aux pays du sud-est asiatique et asiatique en général. Et aujourd'hui, l'Afrique essaie de rattraper un petit peu ce retard dans son développement industriel. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle des partenaires de l'Afrique, on pense beaucoup aux anciens pays qui ont colonisé, à la France, à la Grande-Bretagne, ainsi de suite, et qu'on les met presque radicalement en opposition avec les nouveaux partenaires que sont la Russie, la Chine, voire la Corée, pour ne pas citer Singapour, parce que pour le moment, il y a peu de gens qui parlent de Singapour et de son expérience vis-à-vis de l'Afrique. Alors c'est vrai, c'est aussi pour ça que nous avons initié ce projet à Singapour et cette chambre de commerce pour qu'on parle un peu mieux de ces expériences réussies et voir comment, en termes d'articulation, les pays africains peuvent également s'en inspirer ou faire mieux, puisque l'idée c'est quand même de faire mieux. Alors pour revenir à la question, alors si vous voulez, les partenaires traditionnels de l'Afrique, donc les pays européens, la France, l'Allemagne, etc., c'est que le partenariat a quand même duré assez longtemps. Et quand on fait le bilan, les pays se disent et les populations se disent les transformations étaient trop lentes. Alors que c'était nos partenaires traditionnels. Et donc on a tendance à les opposer aux nouveaux partenaires par rapport au retard de développement des pays africains, dans le cas de ces partenariats, alors que finalement, je pense que c'est des cycles, en fait, que l'Afrique est en train de connaître, des cycles naturels de développement, de changement de partenaire, de changement de paradigme. Et donc, alors moi je les mettrai pas en opposition, mais en complémentarité, puisqu'il ne s'agit pas de prendre X au lieu de Z, mais plutôt de voir comment X complète bien Z, et complète bien A, et complète bien B. Et c'est une articulation des politiques avec ces différents partenaires qui, à mon avis, devrait être beaucoup plus efficace que de les mettre en opposition. Surtout qu'aujourd'hui, quand on regarde les BRICS se sont ouverts à de nouveaux pays et fort heureusement, on a 2 pays africains qui ont rejoint le club également. Vous êtes surpris du choix des pays qui ont été élus pour intégrer ce club ou selon vous, c'est la marche normale, en l'occurrence l'Éthiopie et l'Égypte? Alors, surpris, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de candidats. Maintenant, l'économie égyptienne et éthiopienne sont 2 grandes économies du continent. Et les BRICS, à l'origine, c'est vrai, ce sont les pays émergents. Certains ont déjà émergé, honnêtement. Lorsque l'Afrique du Sud rejoint les BRICS, l'Afrique du Sud était la première économie du continent. Alors depuis peu, le Nigeria, quand on a fait le rebasage, comme on dit, a dépassé l'Afrique du Sud. Mais il n'empêche, si on veut créer une entité, une organisation suffisamment puissante pour entraîner les autres pays, c'est peut-être bien de commencer par les pays qui ont une structure économique assez puissante, un PIB également qui se développe assez vite pour entraîner les autres. Donc, en l'occurrence, l'Égypte est une grosse économie. L'Éthiopie, même si l'Éthiopie traverse une crise politique depuis quelques années, reste quand même une économie puissante qui a fait sa restructuration depuis ces 15 dernières années. Donc c'est pas si surprenant que ça, que ces 2 pays aient rejoint les BRICS, mais je pense qu'au fur et à mesure d'autres pays les rejoindront.
J'ai dit que nous parlerions de la 8e édition de l'Africa SME Champions Forum, dont le thème cette année est consolider la croissance des PME, mais vous avez une espèce de devise pour ce forum qui est libérer le potentiel des PME africaines. Mais je voudrais, avant d'arriver là, vous poser une autre question. Comment est-ce qu'on part d'un statut de chasseur de tête à celui de créateur d'entreprise? Alors d'abord, chasseur de tête, c'est créateur d'entreprise, puisque nous avons créé une entreprise nous-mêmes qui est AfriqueSearch depuis 1996. Oui. Donc je suis un entrepreneur à la base. Maintenant, quand on crée AfriqueSearch... Partir de l'idée qu'on trouve des cadres pour les autres à soi-même. J'y viens justement. Donc quand on crée AfriqueSearch, c'est pour favoriser la création d'emplois. Et donc la mise en relation entre ceux qui proposent des emplois et ceux qui proposent des compétences. Donc ça, c'est les départs. Chemin faisant, nous nous rendons compte que le potentiel de croissance du marché n'est pas assez important compte tenu du fait que ce sont principalement les grandes entreprises et multinationales qui recrutaient ces Africains. Et quand on regarde la cartographie en fait des économies du monde, on se rend compte que ce sont les PME qui créent les emplois. C'est valable en Chine, c'est valable aux États-Unis, en France, en Allemagne, et donc dans toutes les économies du monde, ce sont les petites et moyennes entreprises. Et donc, la question que nous sommes posée naturellement, comment pouvons-nous créer plus d'emplois et offrir plus d'opportunités aux Africains à travers AfriqueSearch et les autres initiatives en soutenant les PME qui doivent constituer le moteur de création d'emplois. Et donc, il y a un lien, en fait, évident entre notre métier de chasseur de tête, de promotion de l'emploi, et de promotion de l'entrepreneuriat et des PME qui, dans la plupart de nos pays, constituent 95 à 99% du secteur privé. Et donc, on ne peut pas négliger une composante aussi importante dans nos économies, alors que dans le même temps, on voit qu'il y a une pression démographique, qu'il y a une pression des jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année, qui ne sont pas absorbés par le secteur privé. On estime qu'il faut créer entre 15 et 20 millions d'emplois chaque année sur le continent pour absorber les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Et finalement, on arrive à créer entre 3 et 5 millions d'emplois. Donc, il y a un déficit extrêmement important. Et puis, surtout, les jeunes qui sont sur le marché, 9 sur 10 de ces jeunes qui sont sur le marché sont dans des emplois qu'on dit informels. Donc, qui ne bénéficient d'aucune protection, d'aucune visibilité, et donc ça crée une crise quand même sociale importante et qui aussi explique probablement les crises politiques et sociales que nous vivons dans beaucoup de nos pays aujourd'hui. Et donc la question des PME pour nous est essentielle parce que c'est probablement par les PME que nous allons résoudre un certain nombre de problèmes, notamment de problèmes d'accès à l'emploi des jeunes, de problèmes sociaux et finalement les enjeux de développement économique de nos pays grâce au secteur privé. Donc c'est pour ça qu'en 2014, nous avons lancé la première édition du forum, le Africa SME Champions Forum, avec l'appui exactement pour arriver à remettre la question des PME et de leur développement au cœur des politiques publiques et au cœur des priorités non seulement des gouvernants, mais aussi des partenaires au développement, mais aussi des acteurs financiers qui sont censés accompagner ces TPE-PME. Quand vous créez AfriqueSearch, l'idée, c'est de trouver des cadres qualifiés en dehors du continent africain pour satisfaire les besoins en emploi des entreprises, des grandes multinationales installées sur le continent africain. Aujourd'hui, vous êtes face à une problématique qui est celle de régler la question plus globale de l'emploi des jeunes sur le continent africain. Comment est-ce qu'on y arrive, sachant que pour la plupart des pays africains, le premier employeur, c'était l'État, que l'État estime aujourd'hui qu'il n'est plus capable d'employer tout le monde et qu'il faut trouver d'autres moyens d'entreprendre. Comment on fait dans ce cas de figure? Effectivement. Alors d'abord, AfriqueSearch, c'est une entreprise de mission. Donc quand on a créé le cabinet en 1996, c'était d'abord parce qu'on voulait répondre à une question de développement économique des pays africains à travers les bonnes ressources humaines. Donc, comment trouver les bonnes compétences, les mettre au bon endroit pour faciliter le développement, la transformation de nos pays. Et donc, très rapidement, nous avons d'abord commencé par identifier les ressources humaines de la diaspora qui souhaitaient rentrer. Et puis, nous avons ouvert des bureaux sur le continent pour identifier également les diplômés, les cadres sur les marchés locaux et qui pouvaient travailler également pour ces organisations, ces entreprises, voire les gouvernements. Et donc, la mobilité
des talents en Afrique, rapidement, nous l'avons mise en œuvre à travers les bureaux sur le continent. Alors maintenant, comment on passe effectivement d'une dynamique d'emploi avec les multinationales qui créent peu d'emplois à une dynamique de création d'emplois par le secteur privé africain? Parce que nous aussi, c'était une frustration, c'est de ne pas travailler assez aussi pour le secteur privé local qui devait grandir plus vite et permettre cette rencontre d'offres et de demandes, de talents, de ressources humaines sur les marchés. Et donc, pour répondre à la question, nous nous sommes dit, effectivement, si nous pouvons mieux stimuler le secteur privé local, notamment les petites et moyennes entreprises, nous devrions pouvoir accélérer la création d'emplois. Vous voyez, quand nous organisons aussi nos forums de recrutement, parce que Afrique Search organise également des forums de recrutement qui s'appellent Afrique Talent, à Paris, à Lomé, à Douala, à Dakar, à Abidjan, etc. Nous nous rendons compte que finalement, cette plateforme physique de rencontre entre les entreprises et les candidats, les diplômés, attirait essentiellement les grosses entreprises et pas assez les PME. Et donc l'idée aussi, c'est de stimuler l'emploi à travers les PME, à travers cette plateforme Afrique Talent, mais aussi à travers les programmes de soutien public aux PME. Et donc dans beaucoup de pays aujourd'hui, y compris au Togo, au Kenya, en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, vous avez des programmes publics qui tendent à apporter des réponses aux PME en matière d'accès à des marchés, en matière d'accès à des financements, mais qui ne peut pas être réglé par les gouvernants. Vous avez ce qu'on appelle les banques, dont la mission est d'accompagner le secteur privé, mais qui a du mal à le faire parce que la réalité de la PME n'est pas la réalité de la banque aujourd'hui, en termes d'offres de produits et de besoins des PME. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à créer des écosystèmes en plus des banques, comme les business angels, comme les venture funds, c'est-à-dire les fonds de capital risque, les fonds d'investissement, les bailleurs de fonds, que ce soit la Banque africaine de développement, la BADEA, qui est le partenaire stratégique de ce forum, des partenaires comme IFC, etc., la BOAD, qui s'intéressent tous à ces questions de développement de l'emploi et de soutien au secteur privé. Et donc, tout cet écosystème d'acteurs institutionnels, d'acteurs publics, d'acteurs privés doivent se mettre ensemble pour adresser la question de l'accès au financement de ces PME, qui est une question fondamentale, parce que pour grandir, bien sûr, il faut être bien organisé avoir la bonne ressource humaine, mais il faut aussi trouver les bonnes ressources financières pour faire sa croissance. Je discutais avec quelques PME togolaises ces derniers jours, par exemple, à Lomé, qui me disaient, nous, on fait de la croissance, regardez nos chiffres, on grandit, mais il nous manque des ressources pour investir davantage dans des équipements. En trésorerie, on souffre. Quand on livre nos produits au supermarché, on les paie à 30 ou 60 jours. Donc, nos cycles de trésorerie souffrent et on ne peut pas. Donc, il faut créer des produits spécifiques pour les PME, non seulement pour accompagner leurs investissements, accompagner leurs besoins en fonds de roulement, leur trésorerie, pour qu'elles souffrent au moins du décalage entre les paiements de leurs clients et leur cycle de production. Et aussi, une entreprise, c'est comme ça qu'elle grandit. Une PME, une start-up, elle commence peut-être par produire, admettons, 1000 paquets de chips ou de kits solaires, et puis elle va passer à 3000, elle va passer à 10 000, à 100 000, à 1 million, mais tout ça nécessite de l'accompagnement financier et de l'accompagnement humain dont les PME aujourd'hui bénéficient très peu. Et donc l'idée, c'est vraiment, pour stimuler l'emploi et la croissance de ces PME, arriver à réunir cet écosystème, ces instruments financiers qui permettent aux PME d'avoir des réponses et non plus qu'à travers la banque, parce qu'en fait, la banque n'est pas articulée en réalité pour prendre le risque sur les PME. Or, pendant longtemps, tout le monde a pensé que c'était les banques, et donc on allait naturellement vers les banques, mais il faut d'autres acteurs que les banques, et c'est un petit peu ce qu'on propose à travers le Africa SME Champions Forum chaque année. Quelle est votre vision aujourd'hui du marché de l'emploi sur le continent africain? Parce que si vous étiez un jeune Africain aujourd'hui qui vient d'être diplômé, votre vision serait que les horizons sont bouchés. Vous ne trouvez pas de l'emploi dans le service public. Dans le privé qui est censé créer des emplois, il y en a très peu et c'est précaire puisqu'on peut vous licencier à tout moment. Et puis quand vous vous lancez dans votre initiative personnelle, il y a un manque de fonds. Comment est-ce que vous auriez qualifié le marché de l'emploi sur le continent africain 25 ans après la création d'Afrique Search et avec toute l'expérience qui est la vôtre?
Non, c'est un marché extrêmement tendu et qui ne crée pas assez d'emplois. Et c'est ça le paradoxe. Autant les pays africains en général ont eu des taux de croissance assez élevés ces 15 dernières années, excepté depuis la crise Covid, où c'est vrai, toutes les croissances sont un peu en berne. Mais globalement, les pays ont eu des cycles de croissance assez élevés, avec beaucoup d'investissements dans les infrastructures, ce qui en soi était plutôt bien. Simplement, pendant qu'on investissait dans les infrastructures et qu'on avait cette croissance, on n'a pas assez misé sur le secteur privé local. Or, il aurait fallu investir massivement dans le secteur privé local à travers les fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises, à travers les fonds de soutien aux champions locaux, à travers l'accès aux marchés publics, qui finalement, ces marchés ont bénéficié davantage aux multinationales étrangères qu'aux entreprises locales, qui auraient aussi connu des cycles de croissance et puis des cycles d'amélioration. Parce que souvent dit, pour faire cette route, pour faire cet aéroport, pour faire cette usine, on n'a pas l'expertise locale, il n'y a pas d'entreprise locale. Peut-être, mais il y a aussi des entreprises locales qui auraient pu bénéficier de ce savoir-faire en faisant un projet, 2 projets, 3 projets, en partenariat avec des multinationales européennes, chinoises, indiennes, turques. C'est peut-être ce qu'on n'a pas fait assez. Quand on voit des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, il y a des entreprises locales qui ont développé des vraies expertises en matière de construction d'infrastructures. La ville de Diamniadio, par exemple, vous avez beaucoup d'entreprises sénégalaises qui l'ont fait en partenariat avec des entreprises internationales, comme Envol, par exemple, qui a fait des bâtiments, qui construit des hôtels. Ici, au Togo, ou dans la région, nous avons des entreprises qui font du BTP, qui auraient pu être accompagnées davantage, parce que n'oubliez pas que la beauté de la croissance économique, c'est de créer des chaînes de valeur, aussi bien de grosses entreprises, de moyennes entreprises, de petites entreprises, de très petites entreprises. Donc c'est une chaîne. Or, nous sommes restés nous concentrer la plupart du temps sur les grosses entreprises qui n'étaient que des entreprises internationales et ça n'a pas fait profiter les PME, les TPE, les micro-entreprises de cette dynamique de croissance. Et donc c'est peut-être ce qui a un peu manqué dans ce que l'Afrique a connu comme croissance et qui n'a pas permis de créer assez d'emplois, parce que je reviens à mon point de départ, les emplois sont créés entre 60 et 90% par les PME dans la plupart des pays, et donc ces PME, en les soutenant davantage dans ces politiques massives d'investissement que nos pays ont favorisées, auraient dû investir également massivement dans ces PME. Je vais vous donner un chiffre. Pendant la crise sanitaire Covid, où le monde était bloqué, où les entreprises ont énormément souffert, les pays développés ont injecté plus de 20% de leur richesse dans le secteur privé, dont l'appui aux TPE, aux PME et aux entreprises. Donc, quand vous prenez une économie comme l'économie américaine, qui vaut à peu près 25 000 milliards de dollars, mettre 20 à 25% au service du secteur privé, vous imaginez ce que c'est. Les pays européens qui ont des GDP entre 3 000 et 5 000 milliards de dollars, oui, exactement, ont mis entre 20 et 25% de leur PIB en appui au secteur privé. Et en Afrique, c'est vrai, les ressources financières sont assez restreintes, mais les PME, les TPE ont énormément souffert. Il y a eu des petits programmes d'accompagnement, mais on estime qu'on a mis entre 2 et 5% de nos GDP qui sont déjà assez faibles. Donc ça veut dire que l'importance du secteur privé, le rôle du secteur privé est déterminant dans la création d'emplois et la création de richesses. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, il faut que nos pays investissent massivement dans le secteur privé, dans les PME. Parce que le jeune en question dont vous parlez, le jeune diplômé ou non diplômé, aujourd'hui, il est un peu désespéré, puisqu'il voit bien que les horizons sont bouchés. Les économies ne créent pas assez d'emplois. L'emploi informel, les salaires sont très faibles. Ce sont des emplois vulnérables. Et donc, il a très peu de potentiel. Il a très peu aujourd'hui d'espoir. Et aujourd'hui, quand on va revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire le soutien au secteur privé, l'amélioration du système éducatif, la création de filières de formation professionnelle, parce qu'il faut aussi professionnaliser les filières. Tout le monde ne va pas faire des doctorats, tout le monde ne va pas à l'université. Le décrochage est assez important. On estime que plus de 50% des jeunes qui arrivent aujourd'hui à l'école primaire
quittent l'école primaire en CM2, vous voyez, et ensuite le décrochage continue. On va perdre encore 30%, donc finalement vous en avez à peine 10% qui arrivent à la fin du lycée. Et donc, quand vous avez autant de décrochage, il faut aussi créer des filières professionnelles, de métiers, parce qu'il y a tellement de métiers aujourd'hui qui nécessitent de la ressource humaine, qui nécessitent de la compétence. Donc quand vous allez arriver à créer des filières professionnelles, à améliorer les cycles de formation, à mieux soutenir le secteur privé, à créer des vrais fonds de soutien aux PME, aux entrepreneurs, avec de l'accompagnement, peut-être que le jeune peut retrouver l'espoir, parce qu'il pourra trouver peut-être un peu plus d'emploi qu'aujourd'hui. Il nous reste à peine 5 minutes pour aller au bout de l'émission, mais le rendez-vous que vous donnez à Lomé, c'est les 4 octobre. Les 5 et 6 octobre. 4, 5 et 6 octobre. Ça vous a pris beaucoup de temps pour arriver à Lomé. Vous avez commencé en 2014, vous avez fait le tour du continent et vous arrivez à Lomé avec cette 8e édition de l'Africa SME Champions Forum. Quelles sont les attentes et qu'est-ce qui a créé les conditions aujourd'hui pour que le forum se tienne à Lomé? Alors c'est vrai que nous sommes restés longtemps en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud ces dernières années, parce que c'est vrai que ce sont des économies assez dynamiques avec une certaine taille. Et pour nous, la question de l'emploi, c'est aussi arriver à dynamiser les zones les plus importantes pour montrer que ça fonctionne et puis arriver au fur et à mesure avec des économies un peu plus petites. Et c'est vrai, qu'on le veuille ou non, le Togo, c'est une petite économie. 7 milliards d'euros de GDP, c'est une petite économie. Et donc, mais qui est une économie résiliente, qui peut avoir réellement des secteurs autour desquels on peut appuyer la création d'emplois. Et c'est vrai, on s'est dit, tiens, le Togo, c'est une plateforme importante de services. C'est un petit pays en revenant de Singapour, parce que je me souviens toujours que en 2013-2014, nous avions encouragé le Togo à signer un partenariat avec Singapour pour déployer un certain nombre de projets. Bon, malheureusement, ça s'est pas mis en œuvre, mais pour nous, c'est des pays qui sont en termes de taille assez intéressantes, même si le Togo est beaucoup plus grand que Singapour. Singapour, c'est petit, mais en termes de taille de population, c'est pas très loin. Singapour a un port les plus dynamiques dans le monde. Le Togo a un port qui est un port dynamique également dans la région. Ensuite, en termes de potentiel de croissance, le Togo peut avoir quelques cucuines par rapport à la taille du pays, à l'économie de services. C'est connu pour être une place bancaire, le Togo. Donc, si vous voulez, on s'est dit, après Singapour, c'est intéressant d'arriver sur un pays comme le Togo, qui peut aussi offrir un potentiel de croissance et qui probablement a envie d'accélérer sa transformation. Et puis surtout une jeunesse qui est très entreprenante. Et en fait, pour moi, c'est un indicateur important. Quand on va dans les pays, on regarde aussi le potentiel de création d'emplois et la capacité des jeunes à porter la transformation des pays. Vous savez, en Ouganda, par exemple, où nous étions l'année dernière, quand on fait les études, l'Ouganda est considéré comme le pays où il y a le plus d'entrepreneurs en Afrique et le plus de femmes entrepreneurs. Statistiques fondées ou non, mais en tout cas, quand on va à Kampala, on le voit. En Afrique de l'Ouest, il y a une tradition et une histoire autour de Nana Binz, qui est une terre d'entrepreneurs, de femmes entrepreneurs, avec des jeunes qui entreprennent. Et d'ailleurs, dans les discussions pendant le forum, il y a une session qu'on a intitulée des Nana Binz aux championnes d'aujourd'hui. Donc, ces femmes entrepreneurs qui ont articulé l'économie togolaise pendant des années. Pour nous aussi, c'est un legacy. Et donc, comment, c'est vrai, on tourne en Afrique de l'Est sur des grands pays, pour revenir vers des pays peut-être à taille plus réduite, mais où il y a un esprit entrepreneurial qui est important. Et puis on sent bien que le gouvernement essaie de stimuler un petit peu le secteur privé. Et donc comment on essaie de catalyser tout ça cette année et puis continuer le chemin du forum également vers d'autres pays. Je rappelle quelques chiffres par rapport à cette 8e édition de l'Africa SME Champions Forum. 350 dirigeants d'entreprises de plus de 25 pays d'Afrique, 100 institutions financières et décideurs de haut niveau,
publics comme privés, et 50 experts en développement d'entreprises. C'est un rendez-vous qui sera assez lourd. Il se tiendra ici à l'hôtel du 2 février, si je ne me trompe pas. Quelles sont les conditions d'inscription? Sont-elles ouvertes? Comment on s'inscrit? En fait, on s'inscrit en ligne et il y a un processus de sélection pour la simple raison que, d'abord, en termes de taille, le nombre de participants est limité pour permettre les interactions. Vous savez, les grands forats de 1000, 2000, 3000 personnes, en fait, d'abord, il n'y a pas assez d'espace, d'abord, et puis surtout, on manque l'interaction. Et puis surtout, c'est parce que pendant ce forum, le Africa SME Champions Forum, en dehors des conférences, nous avons des masterclass. Donc ce sont des sessions réellement interactives où les patrons de PME, les dirigeants de PME partagent des expériences et puis repartent avec des outils. Donc c'est des sessions de 30, 40 personnes pour rendre ça assez efficace. Et donc pour favoriser l'interaction, le networking, l'apprentissage de best practices dans les masterclass, nous sommes obligés de sélectionner le nombre de participants et aussi les profils des participants en essayant d'avoir une diversité sectorielle. Donc il faut des entreprises dans l'agro-industrie, des entreprises dans le secteur financier, des entreprises dans la tech, des entreprises dans le service. Et donc l'articulation de la diversité en termes de secteur pour nous est importante. Et puis aussi la taille des entreprises. Si vous voulez, le problème que nous avons aussi, et nous l'avons discuté longuement, c'est que les banques, les investisseurs, les fonds d'investissement sont prêts à s'engager dans des entreprises qui ont un minimum d'activité. Et donc nous demandons généralement que l'entreprise ait un minimum de 3 années d'existence. Et puis les investisseurs disent il faut quand même qu'elle ait un minimum de chiffre d'affaires, sinon nous, c'est difficile de faire l'accompagnement. Donc on essaie d'avoir des entreprises qui réalisent un minimum de 50 millions de CFA de chiffre d'affaires, en sachant que quand on fait le forum en Afrique du Sud ou en Afrique de l'Est, on est plutôt sur des tailles de chiffre d'affaires de 200, 300 millions de minimum de chiffre d'affaires, voire beaucoup plus. Mais dans nos régions, la taille des économies est quand même plus petite, la taille est plus petite. Mais pour répondre aussi aux besoins des banques qu'on invite au forum, des partenaires financiers, il y a un minimum, et donc ça fait partie des critères que nous exigeons. Donc c'est pas un forum pour les startups, malheureusement. Le forum des jeunes entrepreneurs viendra l'année prochaine, puisque c'est un cycle que nous mettons en place. Cette fois-ci, c'est un peu plus pour les entreprises établies qui ont un potentiel de croissance. Même si c'est vrai, nous accueillons à peu près une 50aine de jeunes entrepreneurs et de start-up pour leur donner aussi accès à tout le forum, les masterclass, les conférences, les B2B. Mais c'est quand même des entreprises qui ont déjà un minimum d'années d'existence et qui peuvent accéder à un financement. Sinon, en face, les banques n'ont pas d'appétit pour le forum. Donc, c'est un petit peu du win-win. Il faut que chacun trouve son intérêt. Donc, en s'inscrivant sur le site du forum, il y a un processus de sélection qui nous permet d'inviter quelques entreprises, en sachant que les autres, il y aura d'autres forums également l'année prochaine. Merci beaucoup Didier Akwete. Merci Louis Maglar-Kemayou pour cette invitation. Et sachant qu'avec la ZLECAf qui est créée aujourd'hui, l'interconnexion entre les économies des pays africains sera un peu plus forte qu'elle ne l'a été jusqu'à présent, où on parlait de 14% à peine d'échanges entre les pays africains. Effectivement, c'est une opportunité à condition de voir comment s'articulent les complémentarités, les dynamiques entre les pays. Merci beaucoup, merci encore d'être venu et merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au terme de cette émission. Restez sur les antennes de New World Economy. À bientôt.